On va parler des réactions des politiciens français à ce qui se passe actuellement avec le Venezuela et avec le kidnapping de Maduro, ce qu'on pourrait appeler même un coup d'État des USA. Alors on ne sait pas à quel point le coup d'État va réussir parce que pour l'instant il y a une sorte de stabilisation de l'état-major et du gouvernement vénézuélien qui essaie de continuer de fonctionner malgré le fait que Maduro soit actuellement emprisonné par les USA. Et on a différentes personnes qui ont réagi. Emmanuel Macron, alors on n'attendait rien mais on est quand même très déçus. On a Jean-Luc Mélenchon, on a aussi des camarades d'extrême gauche avec des positions un peu différentes, avec des critiques qui voient le jour entre différents groupes d'extrême gauche sur la position à tenir. Et nous, on voulait pouvoir parler un peu de tout ça. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud? Bah ouais, je suis chaud, on a fait la capsule pour analyser ça. On est plutôt pas mal, hein, on pourra regarder, hein, mais dans nos pré-shots sur la suite, entre Machado, entre la façon dont il va y avoir une transition, entre une Blaise Compaorisation post-révolutionnaire du Venezuela. Donc, non, non, mais c'est intéressant. Moi, je vais juste faire un petit erratum. J'ai dit Colombie, les futurs partenaires des États-Unis en Amérique du Sud. Je voulais bien dire le Chili, hein, qui est passé à l'extrême droite. La Colombie est historiquement un partenaire avec Uribe, voilà, mais Tu sais que ça me est paraissait bizarre, aujourd'hui. mais je me suis dit, j'ai peut-être raté un truc, tu vois, Non, donc non, 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 mais j'aurais dû te t'as- couper, ouais, parce que ça me ouais, paraissait t'aurais bizarre, mais je dit. suis pas spécialiste de l'Amérique latine, mais ça me paraissait étonnant, ouais. Ouais, ouais, non, mais Colombie, en fait, ils sont historiquement, tu sais, avec Alvaro Uribe, vraiment un partenaire important des États-Unis, mais ils ont changé de président, Bah qui est oui. un président beaucoup plus à gauche, et donc c'est le Chili dont je voulais parler, qui lui a rebasculé de l'autre côté. Voilà. Eratum, merci dans les coms de faire des commentaires, n'hésitez pas, nous n'avons pas la science infuse, des fois on est obligé d'aller vite avec l'actualité, donc On n'a pas toujours la science infuse, hein. Je c'est ça. préfère qu'on le dise comme ça. C'est ça. Ouais, ouais, bah très bien. On va y aller. Du coup, moi, je voulais commencer quand même cette capsule par ce qui pourrait être considéré comme la position de la France, parce que c'est la position de son président Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous raconte par rapport à ça? Alors, on pourrait se dire qu'il va tenir une ligne un peu classique de la France en condamnant, mais en disant, mais quand même, Maduro, c'est pas bien. Qui est la ligne qu'a tenue par exemple Marine Le Pen. Marine Le Pen a tenu cette ligne Ouais, en disant voilà, Maduro était un régime autoritaire, machin, mais on n'a pas le droit d'intervenir dans la souveraineté. C'est la ligne qui est partagée par Marine Le Pen et puis une partie de l'extrême gauche, on va en reparler. Ça s'appelle du nini, ouais, un peu. C'est ouais, un c'est truc une pas ligne de très courageux, confort. quoi. C'est une ligne de C'est, confort parce voilà, que tu prends pas de risque, quoi. Et Macron, une lui, ligne il de... a assumé une ligne un peu autre, qui est pas une ligne de confort, lui. Il a assumé une ligne trumpiste. Voilà son poste. Déjà qu'il s'est fait attendre, il met le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir, en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Oui, parce que il y avait des pays qui ont reconnu non pas Maduro comme étant le vainqueur de l'élection 2024, mais considéraient qu'il y avait eu des triches et donc que c'était Edmundo González Urrutia, son opposant, qui a été élu. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante. Alors on va voir qui c'est ces partenaires de la région, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. Donc il n'y a pas une ligne sur les bombardements, notamment de civils par les USA, et sur le fait que les USA ont quand même emprisonné et kidnappé un mec et sa femme. Sa femme, je pense qu'elle a. Là, sa femme n'est pas dirigeante du Venezuela, mais C'est, sa femme, comme ça. On pourrait prendre ses enfants aussi, ses cousins, ses parents, enfin, torturer son chien, tu vois. Enfin, il n'y a pas une ligne sur c'est les ça. classiques. Et il nous explique donc que aujourd'hui, le peuple du Venezuela est libre. Alors, on rappelle quand même qu'il y a eu un sondage il y a quelques mois sur est-ce que vous voulez ou non que le gouvernement des États-Unis vienne terminer le régime de Maduro. Il n'y a que 3% des Vénézuéliens qui étaient pour. Mais d'après Macron, c'est 3% des Vénézuéliens. Du coup, c'est le Venezuela, c'est tous les Vénézuéliens. J'imagine que ces 3%, c'est pas les moins riches, on va dire, du pays, et c'est pas ceux qui sont nostalgiques du fait de faire de l'argent avec le pétrole sur le dos du peuple vénézuélien, j'imagine. Mais bref, ce communiqué est honteux. C'est une des prises de position les plus droitières qu'il y a eu hier par rapport à ça. Je dis hier parce qu'on tourne dimanche. C'est vraiment, enfin, vraiment c'est aberrant. Je pensais qu'au moins ils condamneraient Ouais, comment ça a été fait, tu vois. Et en fait, non. c'est notamment aberrant parce qu'en plus, il y avait au départ, de la part des Européens, notamment de Sanchez, tu vois, une dénonciation de la violation du droit international et une proposition de médiation de sa part, vu qu'il est hispanisant, voilà, comme le Venezuela. Donc on avait plutôt, dès le matin, une condamnation de la violation du droit international. Et Macron
Et ensuite, ça a été pas Scholz, Merz, voilà, et puis les Allemands et ensuite Kerstheimer, etc., se sont engouffrés dans ce qu'a fait Macron dans la bifurcation pro-Trump. Ils ont adouci leur critique à Trump et Macron est pas pour rien dans cette bifurcation. Donc Macron est l'aile Trumpisme du néolibéralisme européen. Macron est le chantre. Alors vous allez voir en plus. Et puis son communiqué est plus Trumpiste que celui de Le Pen. Hein. Non, mais enfin, c'est aberrant, quoi. Déjà, et tu vas voir qu'il joue une partition pour son camp, parce qu'il y a un autre qui a été encore plus loin, Gabriel Attal. Voilà. Donc c'est vraiment l'aile droite du néolibéralisme européen, Trumpiste. Et là, pour le dire, c'est voilà, libéral conservateur, libéral réactionnaire, pré-fasciste, néo-conservateur, je sais pas trop comment on peut dire, mais vraiment de la force, le droit des Occidentaux. Et là, on pourrait même citer Jules Ferry, le devoir, tu sais, des nations civilisées d'aller civiliser les autres, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc, l'intervention des États-Unis en mode doctrine Monroe, c'est-à-dire, on fait ce qu'on veut chez nous, comme tu dis, on vient sortir des mecs et leurs femmes comme si c'était un État américain, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça aurait pu être une opération du FBI voilà, dans le territoire américain. Voilà, c'est vraiment la doctrine Monroe 2.0. Cette intervention, plus ensuite l'intervention européenne, qui, bon, essaye d'être mesurée. Ensuite, être pro-Trump avec Macron et tout, là vraiment, on est dans une reconfiguration de l'espace géopolitique où on est vraiment en train de redevenir l'impérialisme du XXe siècle, c'est-à-dire le centre va déferler sur la périphérie et les premières lignes seront les périphéries dans une trajectoire non capitaliste. Voilà, là on est en train de changer de phase du capitalisme en fait. On a souvent parlé de plusieurs phases, concurrentielle ou libérale archaïque, impérialiste en crise, fordiste, néolibéral. Là on est en train de changer, on revient à l'impérialisme, on va dire, et non plus en concurrence entre nations, on va dire du centre vers les périphéries. C'est vraiment, on est en transition de phase du capitalisme. C'est très très important ce qui se passe aujourd'hui. Bah, le délire en plus, c'est que Macron lui-même n'a pas respecté le résultat des élections et il dit voilà, le vrai président, c'est un autre président. Enfin bref, c'est quand même assez aberrant. Et avant, juste, je t'avais parlé de Marine Le Pen. Regarde le communiqué de Marine Le Pen. Elle a dit il existait 1000 raisons de condamner le régime de Maduro, communiste. Déjà, commence par communiste. Oligarchie. Pour tous ceux qui trouvent qu'il y a des trucs de gauche, le fondement de l'extrême droite, c'est l'anticommunisme. Hein. Bien sûr. C'est vraiment la base de base. Oligarchique et autoritaire, il faisait peser sur son peuple depuis trop longues années une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère quand il ne les contraignait pas à l'exil. Bon, si on prend le chavisme, depuis la prise de pouvoir de Chavez, il y a quand même plutôt des gens qui sont sortis de la misère que des gens qui sont rentrés dans la misère. Et s'il y a eu des gens qui sont rentrés dans la misère, c'est aussi à cause des sanctions contre le Venezuela. Mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n'est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. C'est intéressant parce qu'elle a une position qui se place à gauche en réalité de celle de Macron, mais pas pour rien. Je pense que c'est intéressé. Je pense qu'elle a peur elle-même qu'un jour elle correspond pas exactement à ce qu'on attendrait d'elle ou je sais pas trop quoi, parce que historiquement, même s'il y a toute cette trajectoire de dédiabolisation, le RN est beaucoup moins soutenu par les puissances du centre impérialiste et bourgeoise que LR et le PS. Et je pense qu'elle voit dans Maduro ce qu'elle pourrait faire aussi et qu'elle pourrait se retrouver aussi peut-être, alors elle est en France, c'est quand même plus dur d'attaquer la France, mais elle pourrait se retrouver aussi sous le feu de sanctions internationales ou d'une opération comme ça, tu vois. Alors je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, même si, bon, je pense pas qu'elle aura une politique qui sera critique là-dessus. Mais en fait, elle continue ce qu'on a analysé dans plusieurs trucs, c'est cette position gaulliste. Tu sais, pas de droite libérale, elle essaye d'être gaulliste. Et c'est vrai D'ailleurs, que... Bardella a été plus anti-Maduro qu'elle dans son tweet. Voilà. Et tu vois, le gaullisme, c'était ça. C'était justement cette troisième voie entre le pôle communiste et le pôle atlantiste. Et elle parle de ça. Elle en a parlé dans d'autres interventions qu'on a analysées en capsule. Ni droite ni gauche, au-dessus des partis. Tu vois, vraiment contre l'union des droites. Vraiment. Et donc là, elle continue cette position gaullienne, gaulliste, je sais pas trop. Alors qu'on sait que historiquement, son parti vient de l'anti-de Gaulle, tu vois. C'est plutôt l'OAS, hein, ses fondements. Et du coup, bah là, elle joue ça parce que pour elle, c'est effectivement très très important. Je te rejoins quand même sur le fait que il est possible que dans sa vision un peu gaulliste
étatiste, fasciste, voilà, elle ait une forme d'opposition à l'Union européenne qui puisse la mettre sous le feu des critiques, etc. Mais bon, ça ira peut-être un peu plus loin que Mélanie, mais pas beaucoup plus loin. Mais voilà, je pense qu'elle continue son cosplay gaulliste là en faisant ça. Ce qui, comme tu dis, la place sur le plan de la géopolitique à gauche des atlantistes en fait. Hein. Non, c'est fou. Hein. À gauche notamment, donc c'est un gars dont tu avais parlé, de Gabriel Attal. Alors je sais pas si vous avez vu le communiqué de Gabriel Attal, c'est le délire. Le gars dit: l'intervention des idées par le président Trump au Venezuela commande avant tout lucidité et pragmatiste de notre part. Comme lors des réactions à l'opération américaine en Iran de juin dernier, il y a une forme d'hypocrisie derrière les atermoiements à réagir, les déclarations de façade et les condamnations sans effet. Nicolas Maduro est un dictateur qui a opprimé son peuple et ruiné son pays contre les aspirations des Vénézuéliens à vivre libre. Vivre libre, on rappelle, liberté, ça veut dire le commerce et la propriété privée. Hein. Alors, je le dis sans embâche, je ne regrette pas son départ. Ce qui importe le plus pour les jours et les mois à venir, c'est que ce soit la liberté du peuple vénézuélien qui prime et non les intérêts économiques et pétroliers des États-Unis. Oui, c'est vachement ce qui va se passer. Je pense que c'est surtout la liberté du peuple vénézuélien et pas les intérêts économiques et pétroliers des États-Unis qui vont se passer. Enfin, le niveau d'idéalisme du gars, c'est... Trump l'a pas dit dans sa conférence de presse, on va aller là-bas, on va gérer les affaires, on va exporter du pétrole, enfin, il l'a littéralement dit lui-même. Il l'a dit avant, il l'a dit pendant, il l'a dit après, tu vois. Enfin... C'est l'intérêt avec les fascistes, hein, c'est que ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Tu vois, c'est vraiment les fascistes. C'est l'inverse du parti des socialistes. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Chapoutot explique bien ça. La bêtise des centres libéraux, des centres autoritaires, réactionnaires, c'est d'avoir cru que les fascistes étaient retournables et quand ils seraient au pouvoir, ils ne feraient pas ce qu'ils diraient, etc. Et vraiment, Chapoutot l'explique vraiment très bien, notamment avec Goebbels et tout. Et tous les bourgeois se disaient non, mais c'est bon, on va les mettre dans notre main, et puis quand ils seront au pouvoir, ils feront notre politique. Eh ben non, ils ont réellement fait leur politique fasciste ultra violente, voire même des fois violente contre une partie de la bourgeoisie. Et là, Trump est dans cette trajectoire fasciste, fascisante. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, et il n'y a rien à aller chercher derrière. Hein. Ouais, alors du coup, regardons cliniquement les choses. Ces événements sont surtout un signe supplémentaire que le monde est désormais régi par la force, alors qu'avant c'est vrai qu'il n'était pas régi par la force. Dans ce monde dangereux et violent, les Européens ont évidemment des valeurs à défendre, mais ils le font aujourd'hui en spectateurs impuissants du délitement de toute forme de règles et trop souvent en défenseurs béats d'institutions désormais totalement dépassées. Se contenter d'être les derniers à défendre et respecter la Charte des Nations Unies, je ne vois pas en quoi l'Union Européenne qui a défendu le génocide à Gaza défendrait la Charte des Nations Unies, mais bon, ou encore les règles de l'OMC, quand il s'agit du commerce international, c'est sans doute être cohérent avec notre histoire et fidèle avec notre doctrine, mais c'est surtout être complètement effacé. À ces responsables européens et français, pétris de bonnes intentions, je le dis clairement, hélas, nous n'avons plus les moyens de ces indignations, le monde, les grandes puissances ne nous attendent pas, ni à Washington, ni même à Pékin, alors je vois pas ce que Pékin a fait là-dedans. Enfin, c'est toujours pareil. Les USA font des coups d'État et on dit, oui, mais les Chinois, ils pourraient aussi. Ouais, sauf que les Chinois, ils en font pas de coups d'État, donc c'est quand même bizarre, tu vois. Genre, j'ai jamais vu un coup d'État chinois. Et le seul qu'on leur reproche possiblement, alors il y a eu Hong Kong et c'est Taïwan, tu vois, qui est littéralement la Chine, les États-Unis ont des militaires partout, dans des territoires extrêmement étrangers à eux-mêmes, l'Afrique, partout, l'Asie, là ils sont carrément chez eux, en Amérique du Sud, etc. Il y a un territoire qui a une longue histoire avec la Chine, Taïwan, et les mecs vont dire si demain Pékin intervient à Taïwan, c'est pareil que si demain ce qu'a fait les États-Unis avec Maduro. Mais c'est une folie en fait de dire un truc pareil, quoi. Mais il y a sûrement des trotskistes qui vont le faire. Hein. Cela peut et doit changer. Pour cela, même les démocraties doivent retrouver la voie de la force si elles veulent continuer d'espérer que le droit prévale de nouveau. Pour la France, la force, c'est notre capacité militaire à renforcer plus que jamais notre refus de nous laisser effacer, et c'est l'Europe seule à même disser notre continent à la hauteur des défis qui viennent. En gros, il dit... Pour faire respecter la démocratie libérale, il faut s'armer. C'est la position d'Usul, c'est pas la position de Gabriel Attal, ça. C'est Usul qui a écrit le trade. C'est vraiment ça. Là, ils invitent à s'armer. C'est-à-dire, là, vous allez voir, et ça va être vraiment ce qui va être dangereux dans les années à venir, tous les gens vont inviter à une surcharge militaire, à un espèce d'engrenage militaire absolu. Alors, on le rappelle, on a la bombe nucléaire, mais ils vont inviter comme ça à s'armer, à augmenter le budget des armées. Donc, il va y avoir de la casse sociale pour financer des guerres, et des guerres pour financer l'hégémonie américaine sur le monde, qui n'est plus, on va le voir tout à l'heure avec un discours de notre camarade Saïd Bouamama, qui n'est plus une puissance majeure et dominante dans la technologie ou plus assez, on va dire, par rapport à la Chine, dans la production et tout ça, mais qui va l'être juste grâce aux militaires. Et c'est pour ça qu'on va dire il faut continuer, nous aussi, à avoir cette puissance militaire, parce qu'on ne pourra pas faire respecter l'ordre international où on veut être parmi des premiers dans la hiérarchie internationale par autre chose que par la force, quoi. Et donc, vous avez des gens comme Attal qui nous disent il y a eu un coup d'État,
Et ce qu'il va falloir faire, c'est nous-mêmes faire nos propres coups d'État. En gros, c'est ça, les gars, ce qu'ils nous disent, c'est ça. On devrait être capable d'en faire aussi, tu vois. Enfin, c'est une honte. Mais c'est pour ça que je te disais qu'on est vraiment dans une transition de phase et il l'annonce bien. Il le dit, ce n'est plus possible, tu vois. Il annonce cette transition de phase, il la nomme. Comme tu dis, maintenant que les gens ont décidé que c'était la force, maintenant que le centre de l'impérialisme est la force, nous, le cercle 2 du centre, la banlieue bourgeoise du centre, tu vois, on a compris le message, on va faire pareil. Et là, on va re-rentrer dans l'escalade guerrière militaire. Je rappelle, c'est une escalade guerrière, c'est Fachoda, tu sais, c'est vraiment cette concurrence entre les nations impérialistes, Grande-Bretagne, France, sur l'Afrique, à la fin du 19e siècle, la colonisation, avec des grandes crises qui ont conduit à la Première Guerre mondiale. Cette sortie du capitalisme concurrentiel vers un capitalisme impérialiste d'État qui s'étend sur la périphérie mènera à la guerre mondiale. C'est écrit. Et là, Trump est en train de lancer le signal. Donc Trump est une forme de Grande-Bretagne aujourd'hui du 19e siècle, c'est la même forme d'hégémonie. Les autres derrière, la France, vont concourir à côté et il donne le signal de ça. Heureusement, et là je vais le dire, heureusement, il y a un pôle autour de la Chine qui ne veut pas rentrer là-dedans. Donc qui, elle, on l'a dit dans la précédente capsule, est intégrée économiquement aux États-Unis et à l'Union européenne, n'a pas la même histoire colonialiste de 5 siècles et tout, donc n'a pas ce même rapport-là et vont beaucoup plus aller vers le droit international. La Chine qui a demandé ce matin, je rappelle, la libération et la remise en liberté au Venezuela de Maduro. C'est la position de tous les anti-impérialistes conséquents que Maduro rentre chez lui. Voilà. Et les autres qui viennent dire on soutient inconditionnellement le Venezuela, mais quand même Maduro avec les menottes dans un avion américain qui retourne dans une prison de Brooklyn, ça nous fait ni chaud ni froid. Si ça vous fait ni chaud ni froid, vous êtes des idiots utiles ou des collabos de l'impérialisme. Il n'y a rien à dire de plus. Ouais, on va transitionner. Non, mais t'as raison, on va parler de tout ça, mais on va passer aussi à un deuxième message de Macron que je voulais vous mettre, où Macron, et c'est là on voit vraiment que c'est un abo de la politique internationale, il dit je viens de parler avec Maria Corina Machado, la fameuse prix Nobel de la paix qui invite Trump à intervenir au Venezuela, tu sais, et qui félicite Netanyahou pour le génocide à Gaza, quoi. Enfin, les prix Nobel de la paix maintenant c'est ça. Je soutiens pleinement son appel à la libération et à la protection des prisonniers politiques du régime de Nicolas Maduro. Comme tous les Vénézuéliens, elle peut compter sur l'appui de la France pour porter la voix d'une transition pacifique, démocratique et pleinement respectueuse de la volonté souveraine du peuple vénézuélien. Je veux juste vous rappeler que Macron dit ça, et en même temps il y a quelque chose d'intéressant, c'est Trump qui dit de Machado, quand on lui dit c'est elle qui va être la leader, elle dit je pense pas que ce soit une bonne leader, je pense qu'elle n'a pas de supporters dans son pays, c'est une femme très gentille mais elle n'a pas de respect. Et là c'est intéressant aussi de voir comment les États-Unis utilisent des gens comme ça, tu sais, pour les lâcher tout de suite après. Tu sais, c'est des gens, je pense, qui s'imaginaient présidente, qui a été dans l'opposition au Venezuela, qui s'imaginaient peut-être présidente à la place du président, et une fois que le coup d'État est fait, Trump la lâche, et il y a des nabos politiques comme Emmanuel Macron qui va aller appeler cette meuf qui ne représente rien. Juste lisez un petit peu son Wikipédia pour voir qui c'est. C'est une meuf qui est une fille d'homme d'affaires qui avait créé la compagnie d'électricité de Caracas et les entreprises sidérurgiques qui étaient les plus grands producteurs d'acier privé du Venezuela. C'est une meuf qui a soutenu en 2005 Bush, qui allait le voir pendant la guerre en Irak pour lui dire d'intervenir contre Chavez. Enfin, c'est ce genre de personne, tu vois. C'est vraiment... Aujourd'hui, Macron appelle ce genre de personnes qui en plus ne représentent rien au niveau international parce que Trump les lâche une fois qu'il les a utilisées, quoi. Enfin, vraiment, moi j'ai honte de mon pays, j'ai vraiment honte que Macron fasse ça. Alors, on a souvent honte de notre pays dans l'histoire avec l'histoire coloniale de la France et voilà, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été des serpillères comme ça de l'impérialisme. Même des gens comme Chirac ou comme Hollande, tu vois, avaient l'air d'être moins serpillères de l'impérialisme. Et Hollande, fallait quand même voir qui c'était, tu vois. Sarkozy nous a remis dans le giron. Il nous a remis dans le giron Atlantis depuis 2007, mais vraiment, Macron, là, c'est l'aboutissement absolu. Donc, Juste, regarde, idéologie et prise de position de Machado. Son programme économique, selon Le Monde, est libéral, voire ultralibéral. Elle projette de privatiser la compagnie pétrolière PDVSA, de déléguer l'exploitation de pétrole à des compagnies étrangères et de favoriser l'enseignement privé. Elle est tenante d'une ligne dure, elle soutient les sanctions économiques de Washington, elle plaide pour une intervention de l'américaine pour renverser Maduro. Selon un sondage de Data Analysis, seuls 3% des Vénézuéliens soutiennent une telle intervention. Elle remercie à l'antenne Fox News quand Donald Trump frappe dans la mer des Caraïbes pour ses menaces militaires contre le Venezuela. C'est la folie, hein. C'est la bourgeoisie vénézuélienne, c'est celle qui soutient Rusia, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on a parlé hier justement de qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit que soutenir Machado, c'est encore pour les Européens
notamment Trump, un moyen de soutenir Trump, mais de rester dans une espèce de consensus international parce que les prix Nobel, tu vois. Mais Trump, il s'en tape, c'est ce que je viens de dire. Il va mettre un Pinochet. Enfin, en tout cas, il va essayer de trouver un Pinochet. Et un Pinochet, je rappelle, pour les gens, Pinochet était dans le gouvernement Allende. C'est pas un gars qui est arrivé, qui était à Washington et qui a débarqué. Voilà. Donc moi, je pense que ce que j'ai dit, je pense que ce sera pas Padrino Lopez, peut-être ce sera lui, mais alors ce serait vraiment un gros traître. Mais je fais la comparaison souvent avec Compaoré. Pour les gens qui ne savent pas, Compaoré donc était l'ami. Sankara l'appelait son frère. Et Compaoré a participé au meurtre de Sankara avec la complicité de l'État impérialiste français. Donc vraiment... De Mitterrand. Ouais, de Mitterrand, oui. Les gens qui disent « Ouais, mais ils sont trop proches, il est trop important dans le régime ». Non, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches qui peuvent se retourner et Compaoré est l'exemple absolu. Et je pense que Trump, pour que cette opération puisse être aussi efficace, il a bénéficié de soutiens locaux pour que Maduro soit extradé aussi facilement, qu'on déplore aucun mort américain, aucun appareil abattu, ça veut dire qu'il y a presque zéro défense. Je pense même que Maduro s'est rendu parce que je pense que son état-major lui a dit « ils sont là, c'est fini ». Et donc, il y a eu peu de résistance, donc il y a des complicités locales. C'est pour ça qu'on va voir ensuite ce que va faire. On a parlé de la Colombie, Gustavo Petro, il y a le Mexique, il y a Cuba. Je pense que ce ne sera pas la même chose parce que, alors autant en Colombie, comme je le disais, ou au Mexique, ils peuvent trouver des complicités locales. Je pense à Cuba beaucoup moins. Mais il y aura peut-être aussi beaucoup plus de résistance parce que, pour des raisons où peut-être Maduro avait de moins en moins d'allégeance, vu qu'il était en train de se scléroser. Voilà. Donc, Trump a frappé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes complicités pour pouvoir faire son opération spectaculaire et justement faire cette transition de phase. Les gens, c'est pour ça que je vais me énerver, les gens qui applaudissent ça en disant « Bah ouais, mais Maduro, c'était quand même un salaud », mais vous êtes en train de participer au narratif. Tous vos soutiens inconditionnels, on est des vrais anti-impérialistes, etc. Dès que vous dites que Maduro est pas plus mal dans une prison de Brooklyn que de rentrer chez lui à Caracas, vous êtes complice, que vous le vouliez ou non, de l'impérialisme américain, de son narratif, de son storytelling et de sa propagande. Point à la ligne. Bah, c'est le truc du Nini, donc on va passer à ça, mais il y a eu un clash un peu sur Twitter et surtout dans la vie réelle. En gros, il y a l'URC qui a partagé ce discours d'Anas Kazib en disant on croirait le soutien du bout des lèvres de Roussel quand notre camarade de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était le secrétaire général de la CGT Nord, qui avait pris un procès bâillon en apologie du terrorisme, et il y avait Roussel qui avait dit je soutiens Jean-Paul Delesco, mais quand même je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sur le 7 octobre. Et quand tu as dit ça, en fait, tu es en train de dire le procès il est légitime, tu vois, si tu dis ça, tu peux pas dire je soutiens, mais le procès, en fait, il est un peu légitime. Et l'URC rajoute, on ne va nulle part quand on a l'anti-impérialisme honteux. Donc Anas, il fait tout un discours où il dit, voilà, nous on soutient le peuple vénézuélien face à l'agression, et à la fin, il dit ça. Et dire avec clarté la position qui est la nôtre, celle de révolution permanente depuis des mois et des mois. Nous n'avons jamais été du côté de Maduro, et je veux le dire avec clarté, en tant que travailleur également. C'est un gouvernement autoritaire et un gouvernement profondément anti-ouvrier. Il se fait huer par le public. Et le Venezuela, le peuple vénézuélien n'a rien à attendre de toute la droite, des Maria et compagnie. Machado. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est une posture assez classique partagée par beaucoup de mouvements trotskistes de dire ni Maduro, ni Machado, ni Trump. Ouais, mais en fait, si tu dis ça le jour où il y a un coup d'État avec le kidnapping de Maduro, tu fais le jeu de qui ? Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'à la télé, déjà, je voudrais juste le dire, c'est la même position que Glucksmann. Par exemple, Glucksmann dit pareil, dit « je suis contre, mais quand même, Maduro était très méchant ». Le Pen a dit pareil, « je suis contre qu'on intervienne, mais Maduro quand même était très méchant ». Et lui, il arrive, il dit « oui, c'est vrai que Maduro était très méchant, mais on est en solidarité avec le peuple vénézuélien ». Et en fait, le problème, c'est qu'est-ce que vont retenir les gens ? À la télé, ils vont retenir, même à l'extrême gauche, on sait que Maduro était un dictateur sanguinaire, autoritaire, avec toute la propagande qu'il y a eu autour pour essayer de lui accoler cette image depuis 5-6 ans. Donc, à ce moment-là de l'histoire, tu fais le jeu de ce qui est en train de se passer. Et le jeu de l'impérialisme, c'est comme si tu disais, tu sais, au moment du meurtre de Naël, oui, mais qu'est-ce qu'il faisait à conduire sans permis quand même ? Oui, mais si tu commences à faire ça,
bah du coup tu donnes raison si tu veux à la droite et aux policiers. Tu peux pas avoir un truc en mode ah non mais je condamne totalement le Hamas machin, et puis le Hamas en fait est très 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 méchant, et puis à la fin dire oui mais je condamne aussi l'offensive israélienne. C'est des positions un peu de noisette, c'est des positions qui coûtent pas cher, parce que moralement tu dis ouais j'ai condamné tout le monde, oui t'as condamné tout le monde, mais on comprend pas du coup qui est-ce que tu défends réellement. Et moi je trouve que l'URC a raison sur ce moment-là quand ils disent on ne va nulle part quand on a l'impérialisme honteux. C'est un peu ça, tu vois, c'est de dire je suis anti-impérialiste mais quand même je suis pas du côté des méchants dictateurs qui veulent pas la démocratie libérale. Et oui mais bon, s'ils sont décrits aussi comme des méchants dictateurs, ou s'ils sont aussi un peu forcés à l'être, c'est parce qu'ils ont toute la pression impérialiste sur eux, tu vois. C'est quand même pas pour rien que l'immense majorité des pays du globe qui ont dû essayer d'établir le socialisme se sont retrouvés aussi à se former autour d'une figure plus ou moins charismatique. Ça a été Hugo Chavez, ça a été Fidel Castro, ça a pu être Mao, ça a pu être Staline et des choses comme ça. Ça veut pas dire que tout ce qu'a fait Fidel Castro, Staline, Hugo Chavez ou je sais pas quoi, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de constance qui fait que quand tu prends une énorme pression impérialiste parce que tu essaies d'établir le socialisme dans un pays, eh ben oui, tu as tendance à avoir un État qui va être un petit peu bureaucratique autour d'une figure, quoi. Ou verrouillé, ou sclérosé, ou comment dire, moins poreux à la démocratie, parce qu'en fait, à un moment donné, quand tout va bien, la démocratie est une forme de participation des masses à la société. Quand vous avez aux portes de toutes vos frontières l'impérialisme, les militaires qui veulent vous faire tomber, à l'intérieur, encore une bourgeoisie qui essaye de vous faire tomber aussi, bah, la démocratie devient un espace pour pouvoir faire rentrer vos ennemis, vos adversaires. Donc c'est toujours comme ça qu'on sclérose une révolution, en la mettant sur elle-même, et ça date pas des révolutions anticoloniales. Ça a été le cas de la Révolution française, qui a été attaquée de toutes parts et qui a dû forcément être beaucoup plus vigilante, beaucoup plus dans le contrôle pour éviter que la révolution tombe. Ça a été le cas, on peut le dire, de Staline. C'est pour ça que notre trotskisme là-dessus, voilà, moi je serai jamais de leur côté. Je comprends les positions de Staline, je les partage pas tous, je pense qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites différemment, mais je comprends qu'il fallait sauver la révolution de 17, et effectivement, c'est pas toujours simple, mais quand t'as tout le monde qui veut t'attaquer, c'est le problème. Et donc, cette sclérose vient de l'offensive matérielle impérialiste autour d'elle. Quand vous avez tout le monde à vos frontières qui veut vous faire tomber, vous ne pouvez pas être dans la même dynamique d'ouverture et de démocratie à l'intérieur. Ah oui, tu peux pas abolir la prison et faire des élections toutes les 3 semaines quand tu as des mecs qui essaient de faire monter des courants internes avec la publicité de l'argent privé pour essayer de faire élire d'autres gens, et avec des saboteurs et des trucs comme ça. Parce que c'est pareil, quand on te dit ouais, ils répriment des manifestants, ils répriment quels manifestants? Je dis pas qu'il y a peut-être eu de la répression, 1% de la répression, c'est peut-être des manifestants de gauche, tu vois, mais la plupart c'est des manifestants pro-Machado, pro-interventionnisme américain, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu peux pas non plus avoir un pays qui est opposé aux plus grandes nations impérialistes du monde et qui n'aurait le droit à aucune forme d'autorité, tu vois. Enfin, ce serait aberrant. Et c'est comme je te dis, je prends la Révolution française, les gens qui ont été condamnés pendant le comité de salut public, c'est pas des prolétaires qui cherchaient à manger du pain, hein. C'est énormément d'aristocrates qui travaillaient avec l'étranger, qui travaillaient avec l'ennemi, qui travaillaient avec les Viennois, avec les Autrichiens. Donc, faut arrêter avec cette idée confortable et idéaliste. Voilà, idéaliste. Oui, dans un monde parfait, on voudrait que Maduro soit l'exemple même du révolutionnaire, etc. Mais de toute façon, ça n'existe pas. Voilà. Et surtout, il y a des vérités qui deviennent fausses à certains moments. Quand on est marxiste, quand on pense l'histoire, quand on est dans la dialectique, on comprend ça. Ce qui est vrai à un moment, dans un autre timing, est faux. Et aller dire une critique de Maduro le jour où il est enfermé à Brooklyn après un rapt, après une capture du centre de l'impérialisme fasciste, mais vraiment, Anas, je le dis comme un camarade, on t'a mis plein de fois sur la chaîne, on t'a mis plein de fois dans notre contenu, on aime bien ce que tu fais, mais là, fais-toi tout petit et fais ton mea culpa, parce que c'est la honte d'avoir le soir à République, le jour même... Surtout qu'il l'a pas fait pour Sinoir, il l'a pas fait pour la masse, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc le jour d'une capture, d'aller donner des éléments de langage de la propagande impérialiste, c'est juste la honte. T'as bafouillé, t'as trébuché, t'as eu peur. Moi je comprends, tu prends très cher, tu prends des procès, etc. T'es encore en procès et nous on te soutiendra jusqu'au bout. Pour la Palestine, il n'y a pas de problème. Mais là, t'as trébuché, c'est une catastrophe de faire ça, quoi.
Bah oui. Et encore une fois, je le redis, sur le Hamas, tu vas pas m'expliquer que Yassin Ouar est plus socialiste et moins autoritaire que Maduro, tu vois. Exactement, Donc, c'est ça. et pourtant, Donc, t'étais pas là quand le génocide en Palestine a rappelé oui, mais je ne soutiens pas Yassin Ouar qui est Ou que horrible. Ismaël je sais pas quoi, Haniyeh, bien les sûr. droits, voilà, et toute la propagande israélienne et les droits LGBT et Chicken for KFC, tu vois, tout ça c'était de la propagande israélienne. Là, c'est la même chose. C'est la propagande américaine. Comment vous pouvez dire ça ce jour-là? Faites-le quand Maduro était au pouvoir. Je sais que vous l'avez fait. Très bien. Moi, on pourra en discuter plus longuement. Moi, je pense qu'il y a un très bon article qu'il faut lire, beaucoup plus que les trotskistes là-dessus, qui sont très mauvais, que ce soit de RP, bon, c'est les pires. Enfin non, il y a pire, il y a le NPAC, voilà. Mais contre-temps... C'est pas les pires, je trouve, sur ça. Ouais, Parce voilà, que, oui, mais le bon. NPAC est pire, même le NPA de manière générale est pire, même Voilà. Contre-temps a fait un peu de la merde sur Contre-temps et l'histoire. Kata. Non, vraiment, il y a un bon article, c'est Christophe Ventura dans Le Monde Diplomatique qui a fait un très bon article et qui montre justement comment la sclérose du Venezuela vient de la pression impérialiste autour de lui. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que tu vois, Jean-Luc Mélenchon, qui est souvent critiqué par les trotskistes sur cette histoire, est beaucoup plus à gauche qu'eux en fait. Tu vois. Jean-Luc Mélenchon, il a dit les ISA de Trump s'emparent du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec une intervention militaire d'un autre âge et l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse. Le narcotrafic est désormais le prétexte de l'Empire et de ses agents politiques et médiatiques pour détruire ce qu'il reste de l'ordre international libre de la loi du plus fort avec l'Ukraine, Gaza, la République démocratique du Congo. L'invasion est devenue un mode opératoire, la paix du monde entier est en cause. Après, il tacle Macron et puis après, il a fait une petite allocution. J'adjure mes compatriotes de bien comprendre qu'ils sont concernés et menacés également par les empires. Il n'y a pas un bon empire et un mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la domination des uns sur les autres. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui met en cause la souveraineté nationale de chacun des États et des peuples, quoi qu'on pense ici ou là des gouvernements. La politique se construit sur des réalités. Et les réalités, ce sont les nations. Et les nations, ce sont leurs peuples. Agresser, c'est toujours agresser un peuple. Et on va le voir, hélas. Ça, c'est déjà intéressant parce que par rapport à l'idéalisme de il n'y a pas de nation, il n'y a pas de machin, tu vois, lui, il dit moi, je suis pas nationaliste. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a des nations, il y a des peuples et il va parler des gouvernements. Dans les heures qui viennent. J'affirme notre pleine et entière solidarité avec le peuple vénézuélien et avec son gouvernement légal. De même qu'avec tous ceux qui sont aujourd'hui menacés par M. Trump. Le gouvernement du Mexique, nos amis. Le gouvernement de la Colombie, nos amis. Le gouvernement du Brésil. Et j'invite chaque pays à bien réfléchir, et en tout cas nos dirigeants, aux menaces que M. Trump a déjà fait sur les uns et sur les autres, inclus sur la France. Merci. Monsieur Mélenchon, Oui. vous dites que vous souhaitez que Nicolas Maduro revienne au Venezuela. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au pouvoir? Je crois que je n'ai aucune partie à cette affaire. Mais ce qui ne sera jamais normal, monsieur, c'est qu'on ne se soucie pas d'abord de protester contre les enlèvements, parce que ça s'appelle un enlèvement cette fois-ci, j'espère que tout le monde est d'accord sur le sujet. Non, il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, on embrouille le fait fondamental. Quoi qu'on pense, on ne doit pas embrouiller le fait fondamental. Nous n'acceptons pas, nous Français, que l'Empire décide d'enlever un chef d'État à un endroit et son épouse, le mettre en prison et se serve de ce prétexte pour annexer les ressources nationales d'un pays. Je sais bien que dans les heures qui viennent, la grande machine des grandes orgues de la propagande de l'Empire vont se faire entendre. Déjà, Ça, tu vois, c'est une position 100 000 fois plus courageuse. Et ça, c'est la position qu'on va attaquer. Anas, il a pas tourné en boucle la télé, les gens vont pas dire il est pro-Maduro, machin. Jean-Luc Mélenchon, on va dire il est pro-Maduro, donc en fait, c'est un stalinien, je sais pas quoi, il est sanguinaire et tout. Pourquoi ? Parce qu'il a le courage d'arriver et de dire non, mais moi, c'est pas ma question. C'est un ancien trotte, Jean-Luc Mélenchon. C'est un gars qui est pas stalinien. Je pense pas qu'il soit pro-Maduro, tu vois. Je pense qu'il a plein de critiques à faire à Maduro, mais il le dit pas à ce moment-là. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas normal qu'on enlève un mec de son pays. C'est pas normal. Et aujourd'hui, on lutte pour que Maduro revienne au pouvoir, pour que son gouvernement soit respecté et que la sécurité du Venezuela soit respectée. C'est tout. Après, les critiques contre Maduro, on pourra toujours les faire après. On pouvait toujours les faire avant. Mais là, c'est vraiment cette position qu'il faut avoir et c'est cette position qui va faire qu'il va en prendre plein la gueule. C'est ça. Et c'est une position de principe. Et c'est pas un principe idéaliste, c'est un principe matérialiste. Voilà. C'est un principe de on ne laisse pas le centre impérialiste décider de qui est bon ou qui est mauvais sur la planète. Et on ne les laisse pas sortir de leurs frontières, rentrer dans d'autres frontières pour décider, embarquer ou quoi que ce soit. Sinon, il y a 200 nations dans l'ONU, il y en a... Mais combien de pire que Maduro? Parce que tu vois, déjà, Zelensky est 10 fois pire que Maduro. Hein. Voilà, je veux dire, les mecs, Glucksmann, il soutient pas Maduro, il soutient Zelensky. Zelensky est plus corrompu, il a interdit les élections, il est pire que Maduro, tu vois. C'est ça, je veux dire. Enfin,
c'est illégitime quand c'est Poutine, quand c'est voilà, on ne laisse pas des centres impérialistes, des positions impérialistes, des nationalistes décider qui que ce soit de l'extérieur. Même moi, je vais te dire, j'aurais du mal à tenir cette position, mais j'essaierai quand même de le faire si c'est Xi Jinping qui va chercher Netanyahou en hélicoptère, tu vois. Si tu commences à rentrer là-dedans, c'est terminé, c'est la course et c'est l'escalade des impérialistes, ce que dit Mélenchon est sur notre ligne, hein, où on est sur sa ligne comme on veut, mais on voit la ligne la plus radicale, c'est la ligne la plus radicale. C'est pour ça que les gens qui vous disent oui, c'est des SOSDEM, machin, moi je veux bien, mais voilà, je vois beaucoup de révolutionnaires qui sont à droite du SOSDEM, tu vois. Et c'est la ligne la plus radicale à avoir, tu vois. Sur le plan anti-impérialiste, on est complètement d'accord. Et surtout que là, en plus, on est sur une nation, tu vois, cette logique-là légitimait déjà les interventions en Afghanistan, en Irak. Là, ça légitime en plus l'attaque de gens qui sont sur la voie du socialisme. On a parlé du Venezuela, on a parlé de Gustavo Petro, on a parlé de Cuba, on a parlé du Mexique. Ce sont des nations sud-américaines qui tentent d'être des voies vers la sortie du capitalisme, vers le socialisme. Mélenchon a raison. Il sait très bien que si demain il arrive au pouvoir, là pour le coup, lui, cette transition, cette bifurcation qu'il va tenter de faire, il va se prendre l'impérialisme sur la tête. Et tous les gens qui vont tenter de bifurquer du capitalisme, parce que, on le rappelle, il n'y a que les nations anticapitalistes qui sont en voie vers le socialisme qui sont réellement anti-impérialistes. Voilà. La Russie est une nation nationaliste, c'est un empire. Ils ne sont pas anti-impérialistes, ils sont dans la rivalité impérialiste pour des ressources avec les autres nations impérialistes comme les États-Unis. Là, on a effectivement Maduro, le croisement d'une nation attaquée par un nationalisme, un empire, et attaquée par l'empire capitaliste qui veut récupérer ses ressources et sa plus-value. Et d'ailleurs, cette position de prévenir les peuples et les nations de toutes les attaques des autres empires, des autres nations, et surtout de le seul et unique impérialiste, l'impérialisme capitaliste, c'est une position de non-aligné, comme l'a dit Mélenchon dans son intervention, qui est très très importante dans l'histoire de l'anti-impérialisme, de l'anticolonialisme, c'est la tricontinentale, c'est Bandung, etc. Et cette tradition-là, elle est portée aujourd'hui par un de nos camarades et amis qu'on a fait venir sur la chaîne, que vous reverrez, Saïd Bouamama, qui est aussi exactement dans notre même analyse justement sur cette transition de phase de l'impérialisme et sur ce que nous on avait dit dans d'autres capsules sur le fait que les États-Unis sont en train de comprendre qu'ils ont perdu la partie économique face à la Chine, de comprendre leur dépendance. Ce qu'il ne leur reste aujourd'hui, ce n'est que l'appareil guerrier et ils vont essayer de revenir dans la course au commerce mondial, à l'hégémonie mondiale capitaliste via l'appareil guerrier. Et ça, vous allez voir, Saïd l'explique encore mieux que nous. Et puis en plus, comme il travaille beaucoup ces sujets, il lit les documents, etc. Donc c'est vraiment, pour finir, et l'analyse et la position qu'il faut avoir. Attention, on est en transition de phase. Va y avoir un retour à l'impérialisme guerrier capitaliste par les nations du centre, Trump. Ensuite, on voit que Attal, Macron veulent s'aligner là-dessus et tout le monde le fera. Il faut défendre partout les nations de la périphérie, qu'elles soient anticapitalistes ou non, des interventions. Et surtout quand elles sont en transition vers le socialisme, ce sont les prioritaires et Maduro en faisait partie. Donc, on laissons le mot à la fin à Saïd là-dessus. Nous devons prendre la véritable mesure de ce qui est en train de se passer. Malgré le froid, je vais vous demander quelques minutes de patience pour bien prendre cette mesure. Et je voudrais citer 2 documents officiels états-uniens qui indiquent que ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela, ça n'est pas simplement le sort du peuple vénézuélien, mais la paix mondiale. Ce qu'ils sont en train de nous préparer aux États-Unis, c'est tout simplement la guerre pour nos enfants et nos petits-enfants. Le premier document est un document du secrétaire d'État Marc Rubio, que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Bilan économique 2025. Et ce bilan économique dit quoi? Les États-Unis prennent acte qu'au niveau économique, ils sont devenus une puissance secondaire. Ils prennent acte également qu'au niveau technologique, sur les 10 secteurs stratégiques les plus importants, là où ils étaient en première place, ils sont désormais en seconde place et que 7 d'entre eux sont désormais dominés par les technologies chinoises. Ils prennent acte également qu'au niveau scientifique, la Chine a déposé 3 fois plus de brevets que les États-Unis. Autrement dit, nous sommes en présence d'une puissance hégémonique mondiale qui a pris l'habitude de dominer le monde
et qui ne peut plus se justifier par rien d'économique, par rien de technologique, par rien de scientifique. Il ne lui reste que la force militaire. Mais le deuxième document est encore plus important, que vous pouvez trouver également sur Internet. Il a été publié en novembre 2025 et il s'intitule « Stratégie de défense des États-Unis d'Amérique ». Ce document officiel annonce la préparation d'une guerre mondiale tout en disant qu'une guerre contre la Chine n'est pas gagnable aujourd'hui et qu'il faut donc préparer le monde pour que cette guerre soit gagnable. Et le document décline continent par continent le programme des États-Unis. Concernant l'Amérique latine, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce document annonce qu'il revendique la doctrine Monroe, c'est-à-dire le droit pour les États-Unis d'intervenir sur l'ensemble du continent américain quand ils estiment que leurs intérêts sont touchés. Mais il complète en disant qu'ils rajoutent ce qu'ils appellent un corollaire Trump, qui leur permet d'intervenir lorsque les gouvernements latino-américains feraient des choix économiques qui seraient contradictoires avec les États-Unis. Concernant le Moyen-Orient, ils indiquent nettement qu'il faut détruire l'Iran, qu'il faut renforcer Israël, et que le point le plus important, c'est qu'Israël devienne intouchable dans la région. Mais nous ne sommes pas épargnés. Concernant l'Europe, ils développent tout un discours sur la crise civilisationnelle de l'Europe, la crise religieuse de l'Europe, la crise morale de l'Europe. Et ils appellent les gouvernements européens à se ressaisir en se mettant derrière les États-Unis. Et comme ils ont l'habitude de la menace, ils indiquent nettement « Entendez bien que si les gouvernements européens ne sont pas au garde à vous, il y a des forces montantes » et ils les citent. Ces forces montantes, c'est le mouvement que le document appelle patriote, c'est-à-dire le nom que se donnent tous les fascistes européens. Ces différentes dimensions indiquent que nous ne sommes pas dans une guerre contre le Venezuela, mais dans une série de guerres visant à transformer le système d'alliance mondiale afin de rendre possible une guerre mondiale contre la Chine. Prendre la mesure de cela, ça veut dire que nous devons, à partir d'aujourd'hui, non seulement être mobilisés en permanence aux côtés du peuple vénézuélien, mais aussi construire un mouvement de la paix mondiale capable de dire que nous voulons la paix et que nous sommes contre toutes les guerres d'agression. Quand j'ai commencé à militer à mon adolescence, nous manifestions sur le Vietnam. Un des mots d'ordre de l'époque, c'était US Go Home. C'est encore d'actualité. Alors tous ensemble. US Go Home, libérez Maduro. 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 Sur ce, on vous laisse. N'hésitez pas à suivre la chaîne. On va nous essayer de faire en sorte de suivre tout ça, d'essayer d'être réactif, de montrer les réactions, de montrer les évolutions. On va essayer aussi de faire un épisode spécial un peu plus en longueur sur le Venezuela, comme on avait fait sur l'Iran, avec son histoire, avec Chavez, avec des présentations comme on sait le faire. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager, à faire en sorte qu'on atteigne les 100 000 abonnés rapidement, à vous abonner aux autres chaînes, à suivre Position Revue qui va publier là-dessus, etc. On lâche rien, vous non plus ne lâchez rien. 2026, l'année de l'anti-impérialisme. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une vidéo sur des camarades malgaches marxistes qui expliquent ce qui se passe à Madagascar, qui est aussi touché par ça, évidemment. Donc allez sur On ne veut plus, diffusez la chaîne On ne veut plus, c'est encore une petite chaîne qui commence à marcher très bien. On va faire plein d'analyses pointues là-dessus. Donc tenez bon. Nous sommes la lame de fond, on finira par gagner et les empêcher. Force à vous.